L'année dernière, en 2015, Haïti Future nous a contactés pour nous dire qu'ils avaient 5 écoles à électrifier aux abricots. Mais ils ont fait une précision pour dire que c'était des écoles un petit peu reculées en milieu rural. C'est ça, vous me on allait. Attention. On part de Port-au-Prince, abricot c'est à 325 km. Donc 325 km avec un camion qui ne va pas à la vitesse, qu'on fait en 9 heures de temps. La commune des Abricots en elle-même, c'est vraiment un petit paradis. C'est un des endroits les plus boisés du pays, avec une superbe rivière qui longe la ville. Il y a des oiseaux partout, il y a des arbres partout. La terre est très fertile, la mer, elle est magnifique. Donc il y a toute la baie des Abricots qui fait face au village. Donc quand on monte sur les deux côtés, on a une vue imprenable sur la mer. Donc c'est quand même assez plaisant. Haïti Future nous a contactés pour nous dire qu'ils avaient 5 écoles à électrifier aux abricots. Dans ces 5 écoles, il y a seulement une école où la voiture peut se rendre, et même difficilement, parce que la route est quasiment impraticable. L'école la plus proche, c'est environ 45 minutes de marche. Il y a une école où il faut prendre le bateau. On peut toujours le faire à pied, mais c'est plus facile si on prend un petit bateau. On prend le bateau et pendant 20 minutes, et maintenant on arrive au pied de la colline, et maintenant il suffit de monter pour aller à l'école. Un habitant Pour se lancer dans les équipements des écoles des Mornes, il y a un coût financier qui était important au démarrage, puisqu'il fallait non seulement installer le tableau numérique, mais aussi faire les installations solaires. Et là, nous avons fait appel au Rotary, un Rotary en France de Consencerre, en partenariat avec le Rotary de Pétionville, de façon à avoir l'appui financier, de façon à faire ces installations dans les Mornes. parce que ça est en hauteur. Descends Bouddha, faut descendre Bouddha. Levez là. Fouillez. Nous-mêmes lever. Poussez là. Non, non. Poussez votre entrée. Poussez l'entrée. On connaît le fragile même. Ah oui, frère. Hein? Mais pas la donne. La donne mondiale pour eux-mêmes. Ouais, bah, ça roule là. On a rencontré des gens là-bas qui étaient extrêmement enthousiastes à l'idée qu'on venait installer ces projecteurs numériques. Et quand je leur disais que ces projecteurs numériques, c'est la même technologie qui s'installe à Paris, à New York ou à Tokyo, et qu'on n'était pas en retard sur ce qui se faisait à travers les pays, dans les pays les plus développés à travers le monde, donc ils étaient encore plus emballés. Et
Donc, ils donnaient, disons, du 100% d'eux-mêmes pour nous aider à transporter, pour tout le monde participait, disons, à l'installation du matériel. Et on leur expliquait, voilà ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de moderniser l'école, en fait, l'école de leurs enfants. Donc, tout le monde était très coopératif en ce sens-là. Paradis des Indiens, c'est un partenaire depuis plus de 20 ans d'Haïti Futur. Et lorsqu'on est arrivé avec les tableaux numériques, Paradis des Indiens s'est tout de suite porté volontaire pour être un des premiers bénéficiaires. Et donc il y a 3 ans, le tableau numérique a été installé à l'école des Abricots, l'école centrale de Paradis des Indiens. Mais tout de suite, la réaction de Mika est de dire « c'est bien de s'occuper de l'école centrale, mais il y a 9 petites écoles dans les Mornes, et est-ce qu'elles vont simplement, je dirais, attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'on ne peut pas aussi tout de suite équiper les écoles des Mornes ?» Alors ça, c'était un autre problème, parce que les Mornes, c'est des endroits peu accessibles, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, et c'est quelque chose qui a demandé du temps, et c'est pour ça que 3 ans après, avec Edersa, on arrive dans les Mornes pour installer l'électricité et installer le tableau numérique. Allons-y, allons-y. Non, mais comme la sandale est déjà... Tu sais, Christian Corlet, l'ex-président du Rotary en France, est venu constater que tout ce qui avait été dit sur le papier avait bien été réalisé, et peut-être parfois même au-delà de ce qui avait été prévu. Et côté Marinou, mesdames. Hein? Ouais? Non, mais côté lié. Qui j'en fait, il va pas aider nous? On a été très heureux de rencontrer cette femme qui tellement frêle a priori, et qui en fait a une énergie extraordinaire. Attends. Merci. Tu vois l'embouchure, c'est là qu'on pêche les anguilles là-bas, tu vois. Donc, quand on est allé visiter les écoles, on a d'abord, la première école, elle a pris le bateau pendant une demi-heure. Ensuite, on a marché pendant une heure. Et puis, c'est pas une marche facile, hein. Il faut monter, il faut grimper. Et Mika était là, hein, à 78 ans, et court encore sur les chemins. C'est incroyable, elle a une force, une énergie incroyable. Mes amis, où fait mouiller sandales dans le pied, m'a glissé. Tu vois pourquoi il faut prendre 2 sandales? Oui, qui j'en ai. Ah, bien mal ou même. Mika, un petit peu la nouveauté pour les abricots, c'est qu'au lieu d'utiliser des batteries au plomb qui durent 3 ou 4 ans, on a mis des batteries au lithium, ici. Bon, elles sont plus coûteuses, mais elles sont prévues pour durer 12 ans. Wow. Bon, j'espère qu'elles dureront peut-être même plus que 12 ans, mais dans les endroits reculés comme ça, tu vois, on n'aura pas de problème de maintenance, de batterie, il n'y a pas à mettre de l'eau, il n'y a pas à les changer. Hein, normalement, vous êtes tranquille pour 12 ans. Pour 12 ans. Voilà. Hein, et puis là, les batteries sont protégées par un caisson métallique dans lequel on peut mettre un cadenas. Bon, je ne pense pas que les gens vont... Bon, c'est-à-dire que la porte a un cadenas, mais quand même. Mais la porte a déjà un cadenas. En sécurité, oui. Il y a une deuxième sécurité avec où on peut mettre un cadenas pour protéger les batteries. D'accord. Voilà. Après, il y a un inverteur, un régulateur pour transformer le courant continu qui vient des panneaux en courant alternatif pour alimenter le projecteur. Ouais, voilà. Et le projecteur. Voilà. Qui sort du 110 volts.
Bon, donc on espère une très longue vie à cette installation. En tout cas, on l'a faite pour qu'elle dure très très longtemps. Puisque les panneaux, eux, peuvent durer 20 ans. Hein, donc il fallait des batteries qui durent très longtemps aussi. Oui. Pour ne pas être embêté. Non, vraiment, je ne sais comment vous remercier. Tu comprends, c'est comme si une fée était descendue aux abricots, tu sais, pour nous apporter ça. Vraiment, c'est inespéré. Ouais, c'est même bon, plus vous me l'aviez promis, donc je l'attendais, mais je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'ils vont pouvoir apporter tout ça? Juste Mika, tu vois, on avait le choix à Enersa à mettre ça sur le toit. Sur le toit. Oui. Bon, mais le problème, donc accessible à tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est plus facile à voler sur un toit. Donc on a préféré la solution du poteau. Vraiment, mais je n'imaginais pas. Quand on me disait, ils vont être insultés, ils vont être insultés, je n'imaginais pas un travail comme ça. Ce qui est intéressant avec Mika, c'est que Mika a un dynamisme tel que chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle pense à l'étape suivante. Et pour elle, maintenant qu'il y a 5 écoles des mornes équipées, elle pense aux 4 qui ne le sont pas encore et qui doivent l'être. Ça sera peut-être l'occasion pour Enersa de revenir, mais plus pour des nouvelles installations que pour la maintenance des anciennes. Elle nous racontait qu'elle a commencé par une classe sous un toit de chaume, organisé comme ça, quand elle est arrivée. Aujourd'hui, c'est une idée assez fantastique, hein, puisque il y a une école centrale qui est le Paradis des Indiens, et ils ont, avec son mari, réalisé ces écoles satellites dans la montagne. Je suis venue pour enseigner à ceux qui n'avaient pas de professeur, qui n'avaient pas d'école. Et c'est pourquoi j'ai construit une tonnelle, tu vois. J'ai construit une tonnelle spécifiquement pour avoir une clientèle qui avait besoin de moi. Là, on est en 75, oui, 75, octobre 75. Enfin, vraiment, il y avait 4 ou 5 écoles. L'école adventiste aussi. Les écoles étaient pleines. Mais mes enfants, à moi, c'était vraiment quelque chose. D'ailleurs, ils venaient du monde d'en haut, tu vois. Des enfants vraiment, vraiment démunis. Mais, enfin, tu comprends, des enfants normaux, tu vois. Paradis des Indiens, c'est un concept d'une école centrale avec 9 écoles satellites qui permettent aux enfants très jeunes de pouvoir aller à l'école. Et là, ce qui est original dans ce concept, c'est l'école qui va près des habitations des enfants. En Haïti, pendant longtemps, on a toujours cru que ce sont les enfants qui doivent faire des heures de marche pour se rendre à l'école, qui doivent faire des kilomètres pour se rendre à l'école. Donc Mika, je pense, a vraiment compris ça et a développé pour les enfants en bas âge ce concept de petites écoles autour de leurs habitations et une fois plus grands, ils vont dans la grande école. Paradis des Indiens, c'est pas seulement envoyer les enfants à l'école, c'est pas une formule classique où on monte des écoles et puis les enfants vont à l'école. Donc c'est, comme dit souvent Mika, c'est pas seulement l'instruction, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est quelque chose de global qui inclut la communauté, qui inclut par exemple nous, et il y a des ateliers de production de produits artisanaux, de broderie, et il y a des ateliers aussi où les enfants apprennent la menuiserie, ils apprennent à coudre, ils apprennent plein de choses pour leur vie future, parce que l'éducation, c'est pas que apprendre à lire et à écrire. Donc Mika l'a bien compris et a développé ça. Donc, dans leur très jeune âge, les enfants commencent à apprendre des choses utiles pour leur vie. Parce que dans un pays comme Haïti, on ne peut pas se permettre de faire l'instruction sans créer d'emploi. C'est pour ça, l'originalité du concept, c'est que tout le monde y participe, les parents, et les parents viennent faire à manger, par exemple, pour les enfants aussi, pour la cantine. Donc, c'est vraiment un contexte global, intégré, et qui promeut vraiment le développement total.
Ok, ça va bon. Tout le monde riait de mon école, tu vois, parce que mes enfants venaient pieds nus. Même lorsque j'ai une cantine, on faisait, pour économiser, on faisait la nourriture avec de l'eau de mer à laquelle on ajoutait de l'eau. Alors, je dis, saison bio, pas moi j'ai sel. Les enfants ont toujours eu un jardin, puisque moi j'aime beaucoup le jardinage. Donc. Les enfants apportaient du fumier. Je dis, c'est l'école Cacachoile. Enfin, ils étaient baptisés l'école là. Et pire, le pire de tout, c'est que j'enseignais en créole. Tu sais, la lecture en créole. Ah, ça c'était une école qu'il fallait dénigrer, tu comprends, rayer. Donc, en fait, je n'avais que des pauvres, tu sais. Et puis, c'est pour eux que j'étais venue. Tu comprends? Donc, ils étaient très satisfaits. Je trouve superbe que les plantules, il les amène chez eux. Là, il m'a dit le professeur m'a dit qu'il a déjà distribué 500 plantules. Oh, mais c'est la semaine dernière. Mika, quel est l'intérêt du jardin pour l'école, pour tes élèves? Mon intérêt à moi, c'est que peut-être plusieurs d'entre eux pourront faire de la culture maraîchère une fois adultes et vraiment de façon, non pas comme on le fait ici, mais de façon plus, comment dire, plus spécialisée, tu vois, et organisée pour faire de la culture maraîchère, profiter des saisons pour vendre des tomates, pour vendre des choux, la laitue, les poivrons, tout ça. Et ils pourront non seulement les vendre ici, mais peut-être même les vendre sur commande à Jérémy, tu vois. Oui, oui. Donc, leur montrer qu'il y a une autre culture que celle qu'ils connaissent. Exact. Oceana, oui. Oh, Oceana. Mais il n'y en a pas suffisamment, tu vois. On a sorti à Miami. Mais tu sais, il faut faire attention. Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui ne sont pas bien, qui ont des rubans et des histoires de ce genre. Ceux-là sont les plus solides. On a reconnu une certaine valeur à mon école que lorsque j'ai envoyé ma première classe de 6e au certificat et puis tout le monde a réussi. Tu comprends? Ah, voilà. Ah, maintenant, quand tu connais ce que tu as fait. Les gens me disaient, où tu connais ce que tu as fait. Le tableau numérique a ce grand avantage d'utiliser des supports de cours qui sont structurés et sur lesquels le maître peut s'appuyer pour faire son enseignement. Le côté tableau dynamique est aussi un élément qui suscite l'attention. Ça, c'est la deuxième chose. Puis troisième chose, c'est une manière facile d'amener du support. On peut illustrer, on peut passer une vidéo et on peut amener les enfants à agir eux-mêmes sur le sujet en écrivant sur le tableau numérique. Et si le maître sait très bien utiliser cette vertu, il a une classe dynamique où il y a participation des enfants. Et je crois que là, on sort un peu de l'enseignement où on répète. Voilà. Il est 2 fois plus utile parce qu'il va créer une standardisation de ce qu'on appelle l'éducation. Si dans toutes les écoles il y avait un tableau numérique et que les professeurs les utilisaient, en dépit d'eux, ils seront obligés de... Tu sais, même si eux ne veulent pas, même s'ils ne préparent pas leurs leçons, même s'ils n'ont pas de matériel, mais tout est là. On a visité les installations du paradis des Indiens, sans doute le paradis des enfants aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé les plantations dans la partie entretenues par les enfants.
Et puis, au-delà de l'école, on a aussi vu ces petits ateliers qui permettent, par exemple, de fabriquer des crèches de Noël. On a vu l'atelier c'est de la broderie, je crois, hein, et également de fabrication de nappes. On sent que ce n'est pas seulement un projet d'école, c'est un projet d'ensemble où, au-delà de l'école, on permet aussi de créer de l'activité en se basant sur des talents. Et c'était les anciens élèves qui étaient là, c'est intéressant. Je pense que la grande leçon à tirer du concept Paradis des Indiens que porte Mika depuis 40 ans, il faut dire aussi que c'est un concept durable, parce que ça fait 40 ans que Mika s'est installé aux abricots et travaille avec les gens. Je pense que la leçon à tirer, c'est de dire, bon, une éducation de qualité est possible en milieu rural, partout en Haïti. Mika est un bon exemple, je dirais, de la diaspora, parce que bon, depuis que je suis dans le pays, il y a des sentiments très partagés par rapport à la diaspora. Hein, une diaspora, je dirais, qui est une sorte d'hémorragie intellectuelle pour le pays, qui parfois retourne dans le pays avec des habitudes qui sont déconnectées des réalités du pays, donc un certain oubli de la réalité haïtienne. Et Mika, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a habité très longtemps, je dirais, au Canada, et puis qui, à l'âge mûr, a décidé de revenir et de s'installer, je dirais, aux abricots, et d'apporter donc toute son expérience, mais une expérience, je dirais, complètement adaptée à la réalité haïtienne. Je crois qu'il faut changer notre manière de voir l'éducation. Tous les profs voient l'éducation ou comme quelque chose de magistral, ou comme, tu sais, il faut permettre aux enfants de jouer. C'est ça, il faut montrer aux enfants que l'éducation, c'est un jeu.